Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette restitution et surtout bienvenue à l'Académie du Climat où on est ravis de vous recevoir aujourd'hui dans ce lieu hautement symbolique puisque symbolique de notre sujet dont on va parler, symbolique puisque c'est un lieu Académie du Climat donc qui va développer toutes les compétences autour du climat et donc tout ce qui est climatique. Mais aussi, c'est un haut lieu de la citoyenneté. Et donc, pour ça, on est vraiment ravis de vous recevoir, puisque vous êtes à la fois jeunes citoyens, enseignants, chercheurs. Vous êtes issus de l'éducation scolaire ou populaire. Et donc, tout ce qu'on va pouvoir aujourd'hui vous développer et vous partager, puisque c'est notre intention chez Utopic, c'est voilà, de vous montrer comment est-ce qu'on peut développer des programmes sur le changement climatique de manière citoyenne. Je suis Laurence Berthet-Agrané, j'ai cofondé avec Aliénor ici présente l'association Utopic il y a quelques années et je me faisais en préparant le support, la réflexion qu'on a montée Utopic, c'était en 2019 au moment où les éco-délégués et tout le programme de l'éducation nationale aux ODD se montaient également. Donc on a grandi ensemble, c'est assez intéressant comme parallèle. Je suis avec Christine, avec qui nous avons mené ce projet qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui est un projet de 30 mois. Donc c'est un projet, alors peut-être juste vous raconter rapidement, projet Erasmus+. Donc Erasmus finance un certain nombre de projets, beaucoup de déplacements d'étudiants à travers l'Europe. Dans les programmes Erasmus+, l'idée, c'est plutôt de faire travailler ensemble des organisations européennes, essentiellement, qui vont mettre ensemble leurs compétences et donc apprendre des compétences les uns des autres. Donc je vais vous présenter les organismes avec lesquels on a travaillé et vous dire ce qu'on s'est apporté mutuellement les uns et les autres. Très brièvement sur Utopic, notre mission, c'est vraiment d'outiller les enfants pour les compétences du XXIe siècle et on travaille essentiellement, pas sur tous, mais en tout cas sur la plupart des objectifs de développement durable de l'ONU. Alors, l'agenda de l'événement sur lequel on est un peu en retard, mais qu'on va quand même tenir aujourd'hui. On va présenter le projet, donc le projet européen, à peu près une demi-heure, 25 minutes, 30 minutes. Ensuite, on fera un retour d'expérience des enseignants et des élèves et on a l'ultime honneur aujourd'hui d'avoir avec nous voilà, beaucoup de participants à ces programmes-là, des éco-délégués, des personnes qui viennent même de loin, enfin jusque de Clichy pour nous voir, donc on est vraiment ravis. Et puis on a prévu juste d'expérimenter aussi, même si on le fait de manière assez courte, mais c'est important pour nous qu'on puisse ressortir de cet atelier en se disant qu'après la théorie, il y a la pratique et finalement faire de l'intergénérationnel, sur ces sujets-là, qu'est-ce que ça veut dire quand on a 10 ans ou quand on en a un peu plus. Voilà, je vous présente très rapidement le partenariat. Donc je le disais, le programme Erasmus+, c'est un programme de partenaires européens. Donc on était 6 partenaires européens. Je ne vais pas rentrer dans le détail de qui étaient nos partenaires puisque Christine le fera après, notamment sur les écoles. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que sur ces 6 partenaires européens, donc Utopic a coordonné ce projet, donc géré en tout cas la centralisation de ce projet. Nous avons des écoles, on présentera tout à l'heure les écoles, et aussi des organisations dont la mission, comme pour Utopic, c'est de développer des programmes d'apprentissage innovants, souvent collaboratifs, et tout ça de manière très sociale et inclusive. Donc il y a une chose qui porte en tout cas nos profils, c'est l'inclusion, et vous verrez dans les programmes que c'est important. Le programme, il était fait pour former des enseignants et des éducateurs, donc encore une fois, éducation scolaire, éducation populaire. Donc là, vraiment, le programme est fait là-dessus. Sur des élèves de 8 à 18 ans, donc c'était un programme très ambitieux par rapport à ça, par l'apprentissage intergénérationnel. Donc on va revenir sur l'apprentissage intergénérationnel, mais peut-être ce qui est intéressant dans cette notion d'apprentissage intergénérationnel, c'est donc de se dire qu'on est sur quelque chose qui est enrichissant pour les uns et les autres. Donc c'est pas sur un mode descendant de l'adulte à l'enfant ou de l'enfant à l'adulte. On avait des partenaires dans tous ces pays et on va y revenir tout à l'heure en parlant de la session d'apprentissage qu'on a fait. Mais là où c'est intéressant aussi,
c'est cette dimension interculturelle, puisque on a beau tous être enseignants, on n'est pas du tout enseignants de la même manière quand on est dans une école à Chypre, avec un contexte chypriote, versus quand on est dans une école en France, puisque déjà d'une école à l'autre en France, c'est très différent. Voilà, donc ça, c'est les partenaires avec qui on a travaillé. On a développé un site internet sur lequel on reviendra tout à l'heure pour vous le présenter. Et peut-être, parce que partenariat, c'est vraiment, on va parler beaucoup d'écosystème, et c'est vraiment un mot qu'il faut retenir, puisque c'est une des clés de l'intergénérationnel, une grande clé de l'intergénérationnel. Dans les autres partenariats que nous avions des enseignants et des établissements scolaires. Donc les enseignants et les établissements scolaires, quand on a monté ce projet, on a été les chercher avec deux volontés. Notre première volonté, c'était vraiment la diversité. On voulait vraiment des profils très différents et on voulait surtout des défis à réaliser qui étaient différents, puisqu'on parle d'éducation au développement durable. Il n'y a pas une manière de faire l'éducation au développement durable dans les établissements. Il y a des établissements pour lesquels c'est très développé, d'autres pour lesquels ça l'est beaucoup moins, d'autres qui ont des éco-délégués, d'autres qui n'en ont pas encore. Donc il y a énormément de modèles. Et donc on a été chercher des gens qui étaient très avancés sur le sujet, comme le Collège Courteline, qui est donc labellisé E3D, et donc qui ont des éco-délégués dans chaque niveau et qui, tous les vendredis, se réunissent pour faire des missions ou des actions d'éco-délégués. Donc une régularité, une équipe, une visibilité, des modes projets. Et donc ils sont, entre guillemets, un peu modèles parce qu'ils peuvent inspirer d'autres établissements. Aujourd'hui, c'est à peu près 24% des établissements en France qui sont estampillés, enfin, qui sont labellisés développement durable. Donc ça fait quasiment un quart, en 2019, donc en l'espace de 6 ans, quoi. Donc c'est quand même assez intéressant et ça croît assez régulièrement. Donc ça, c'était les très très avancés de notre point de vue. Après, on avait des écoles qui étaient plutôt en volonté de développer des choses sans aucune obligation, puisqu'aujourd'hui les éco-délégués existent à partir du collège, mais n'existent pas au niveau primaire. Et donc, on a aussi travaillé avec des écoles, comme l'école Sainte-Marie, qui va venir témoigner avec ses élèves aujourd'hui, sur la volonté, quand on est déjà donc, en 3e cycle, CM1, CM2, de monter ce genre d'opération. On a travaillé aussi avec le collège Molière, qui est à Colmar. Et là où ça nous intéressait, c'est qu'on était sur des publics de REP+, avec là aussi des ados, donc on avait vraiment des âges qui étaient assez différents. On a travaillé avec Vincennes, et puis on a travaillé avec IFEA, avec qui on va tout à l'heure également témoigner, avec une donnée supplémentaire qui était très intéressante, c'était la donnée bilingue, puisque c'est une école bilingue, donc en plus d'avoir des pédagogies innovantes, on avait aussi cette dimension culturelle. Le projet. Donc la raison d'être de ce projet, c'est vraiment de développer et d'inciter, mais d'inciter par l'action, les générations à préserver l'environnement et l'habitabilité de notre planète en favorisant tout ce qui est société résiliente, mais société résiliente collaborative. C'est-à-dire c'est vraiment pour nous l'idée de pouvoir faire ensemble et de pouvoir donner aux enfants dans leur communauté, que ce soit l'école, la classe ou le quartier, le pouvoir en tout cas d'agir et de mettre en place un certain nombre de choses. Donc ça, c'était le but ultime, et la manière dont on l'a fait par de l'apprentissage intergénérationnel. Et donc l'apprentissage intergénérationnel, c'est une méthode pédagogique. Alors c'est une de toutes les méthodes pédagogiques qui existent, mais c'est une méthode d'apprentissage qui est vraiment définie, documentée, qui existe avec voilà, plein d'outils et plein de méthodes, et donc qui est une méthode à part entière, et qui permettent de développer à la fois les compétences professionnelles des enseignants et des éducateurs, et à la fois les savoir-être et les savoir-faire de la communauté éducative et des citoyens, puisqu'en fait, à travers les enfants, il y a aussi les parents, il y a aussi les grands-parents, et on verra que ces programmes ont pu toucher justement très généralement tous ces publics-là. Et je te passe. Du coup, peut-être aussi on peut rappeler qu'on se retrouve dans cette salle aujourd'hui pour la conférence finale du projet, mais que ce projet, Laurence, on l'a démarré ensemble ici aussi. Je ne sais plus si c'était dans cette salle, je me demande, mais il y a 2 ans pile. Donc vraiment, c'est un projet qui prend et qui naît à l'Académie du Climat, ça a quand même un petit sens.
Pour les résultats, du coup, en fait, sur ce travail s'est élaboré sur 2 années. Et il s'est découpé, il s'est segmenté en 4 étapes d'avancée des travaux. On a démarré évidemment avec une étude parce que il nous fallait une veille sur les pratiques d'apprentissage intergénérationnel. On entend beaucoup parler de projets liés au développement durable pour tous les âges, etc. Mais assez peu, d'une manière générale, en tout cas on l'a constaté dans la veille, assez peu de pratiques d'apprentissage intergénérationnel réellement dans la durée. Donc l'apprentissage intergénérationnel de l'éducation au développement durable, c'est quelque chose qui semble assez discret. Donc en parallèle de cette veille, et notamment du point de vue des enseignants, on a également cherché un petit peu quelles étaient les méthodes à l'œuvre, les méthodes qui marchent aussi, et puis les bénéfices et les freins que rencontraient les enseignants sur ces sujets-là. Parce que je pense que tu vas en parler tout à l'heure, et les élèves aussi, mais vous allez constater qu'il y a beaucoup de freins, il y a beaucoup de volonté, mais il y a beaucoup de freins, et on a essayé d'identifier ces freins pour pouvoir les lever à travers les contenus qu'on a développés. Et puis, en parallèle de cette veille, on a mené une enquête. Il y a eu des questionnaires dédiés à 150 enseignants environ dans les 5 pays qui ont été mentionnés tout à l'heure, et des focus group, évidemment, dans ces différents pays pour pouvoir relever. L'ensemble a donné une étude qui est présente sur le site Internet, que chacun de vous peut télécharger sans problème, et qui vous donne un aperçu des éléments saillants qui sont ressortis de cette étude. On a pu, grâce à cette étude, développer un guide pour les enseignants en amont du kit pédagogique, un guide pour leur permettre, le guide est articulé en 4 parties, en fait basé sur la veille et les enquêtes. Les 4 parties ont été développées pour pouvoir aider les enseignants à lever ces fameux freins. Et pour ça, il fallait qu'on le teste. Donc, les 4 parties sont l'introduction à l'éducation intergénérationnelle du développement durable, donc expliquer ce que c'est, comment ça marche, quelles sont les méthodes à l'œuvre, etc. Les principes pédagogiques dans ce format d'apprentissage intergénérationnel, parce que c'est pas si évident que ça de rassembler les générations ensemble. Les méthodologies pour initier et mener des projets d'apprentissage intergénérationnel, et concrètement, quelles sont les pratiques à mettre en place. Et puis les méthodes d'évaluation, parce qu'on peut mettre des tas de projets en place, mais si on ne mesure pas un minimum l'efficacité de son projet, ça permet d'itérer, d'avoir de meilleures conséquences d'impact. Et puis, ce guide a été présenté à l'ensemble des enseignants partenaires du projet à Paris en novembre 2023. Donc, on a eu 26 enseignants ici, pendant 2 jours, il me semble, où ils ont testé le projet, et grâce à leur retour, puisqu'ils nous ont fait des retours assez constructifs, je dirais, cette fois-là, ça nous a permis de développer le programme pédagogique. Voilà. Alors, pour faire court... Je fais juste une petite parenthèse. Je donne juste un truc très concret, parce qu'on était ici, dans cette salle. C'est vrai qu'on se dit 26 enseignants, ça donne un truc un peu vague et théorique. Il faut imaginer, en fait, 26 Français qui ne se connaissent pas entre eux déjà, parce qu'ils font partie d'écoles qui sont lointaines, qui n'ont pas les mêmes pédagogies, qui n'ont pas la même façon de voir, qui n'ont pas les mêmes âges, et qui se découvrent, qui vont parler en anglais pendant 2 jours, qui n'ont pas la même langue, entre eux déjà, qui vont parler avec des Roumains, des Chypriotes et des Bulgares, qui n'ont ni les mêmes âges, ni les mêmes écoles, ni la même culture. Et quand on fait des exercices très concrets qui parleront à toute l'équipe topique de designers qui sont là, comme la carte d'empathie, se mettre à la place d'une personne qui a un autre âge. Je peux vous dire, on fait la carte d'empathie, et je sais qu'on l'a fait ici avec certains élèves qui s'en rappellent par cœur dans nos programmes. C'est un exercice incroyable. On ressort, et malheureusement, toute l'équipe n'est pas là pour en témoigner, et Samuel est souffrant et ne pourra pas le raconter, mais c'est quand même des expériences. Cet apprentissage européen intergénérationnel, c'est quand même des expériences assez fortes et assez singulières de se dire, mais finalement, ma pratique à moi, en tant que Français, culturellement, qu'est-ce qu'elle veut dire quand elle est dans les mains d'un Chypriote ou d'un Grec, et qu'est-ce qui se joue dans ce que je vais transmettre. Voilà.
Et comment créer un langage commun dans ce Babel. Exactement. Voilà, et du coup, le contenu pédagogique, on s'est rendu compte d'une chose qui est un peu évidente finalement, c'est que, évidemment, à l'école, on est entre soi. C'est-à-dire qu'on a souvent, on est de la même génération, on ne fréquente pas d'autres personnes. Donc ça nous paraissait logique de créer une sorte de synergie autour de l'élève. Où est-ce que l'élève développe des relations intergénérationnelles? À la fois, il peut partir de l'école, évidemment, et il le fait à travers différents âges, notamment quand on est au collège ou au lycée, on peut rencontrer des élèves de différents âges et mine de rien, de différentes cultures. Et puis, dans son environnement à la maison, son environnement familial, mais également on dit community en anglais, mais en réalité, c'est le réseau local, c'est-à-dire le quartier, les acteurs du quartier, les habitants du quartier, ses réseaux familiaux plus larges, etc. Et donc, l'idée, c'était de créer 3 modules dans ce curriculum qui permettent de créer cette logique de synergie, de retrouver cette logique de synergie. Alors, ce kit pédagogique a été développé dans un premier temps et il a été testé pendant 4 mois. Alors, 2 écoles ont testé le kit complet et c'était les écoles qu'on a montrées tout à l'heure en Roumanie et en Grèce. Donc la première école en Roumanie, alors je ne vais pas dire le nom, Centro Județean Excelența, enfin j'arrive pas forcément, elle est à Galați, c'est une école qui accueille les élèves donc, de 8 à 18 ans, on va dire l'équivalent du collège et du lycée pour faire court. Ce sont principalement des élèves à haut potentiel qui viennent de toutes sortes de milieux sociaux. Donc ils sont repérés à travers les écoles dans le pays et sont aiguillés vers cette école-là. Et c'est une école qui porte vraiment l'accent sur le développement des nouvelles technologies, le plurilinguisme, la diversité sociale, les mathématiques, l'histoire, etc. Donc une grande curiosité, vraiment favoriser un contexte de fort apprentissage pour ces élèves-là. L'autre école en Grèce, First Primary School of Alexandria, n'est pas Alexandrie contrairement à son nom, c'est une école publique élémentaire qui est en milieu rural. Cette école-là se trouve dans un milieu rural qui rassemble quand même des communautés très différentes, notamment musulmanes, d'origine d'Albanie, des Roms, et ils ont intégré récemment une grande population de migrants. Donc ils se retrouvaient avec beaucoup, enfin c'est leur spécialité, mais ils se retrouvent avec une grande diversité de population. Et donc ces 2 écoles combinées formaient un terrain de test qui était particulièrement intéressant puisque vraiment on avait des profils extrêmement diversifiés. Et la France, du coup, peut-être tu vas en dire un mot rapidement sur comment la France a testé aussi. Oui, et alors sur la France, on a embarqué au fil de l'eau en fait une autre école à travers un projet, on va avoir l'occasion de revenir dessus, un projet intergénérationnel qui était un projet de jardin sur lequel on va pouvoir témoigner, mais on a pu embarquer donc l'équipe de Cécile et l'école de Cécile sur ce projet-là, qui sont arrivés et qui ont testé, alors pas l'intégralité du programme parce qu'on était en janvier, que c'était un peu tard, mais qui ont testé certains modules. Et ce qui était intéressant quand on a démarré avec eux, c'est que c'était un tout petit peu en décalage par rapport à ce qu'avaient fait nos collègues en Roumanie et en Grèce, et qu'on a pu vraiment choisir. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant de voir ce programme, parce qu'on peut aussi choisir des activités qui sont certaines activités et qui peuvent être vraiment très très parlantes sans faire forcément l'intégralité du programme. Et je voulais partager avec vous, comme ça va nous faire une petite virgule de repos, mais une des activités qu'on a fait, parce qu'évidemment on travaille sur les générations, donc on va travailler sur le temps, il y a une petite activité qui est un peu cette histoire de capsule temporelle. Et dans les capsules temporelles, avec la classe de Cécile, on a fait une mission, qui était une mission, le jardin de mon enfance. Donc le kit pédagogique, en fait, sera également très, très bientôt sur le site internet. Tout sera sur le site internet. Il est en cours de traduction dans les 5 langues, puisque il sera diffusé dans les 5 pays partenaires. Et puis en dernier lieu, une plateforme digitale a été développée qui fonctionne plutôt comme un hub de ressources. C'est un hub de bonnes pratiques en fait pour tous les gens qui souhaitent s'inspirer ou trouver des exemples de projets liés à l'éducation et au développement durable par les méthodes intergénérationnelles.
C'est pas toujours, on ne retrouve pas toujours tout au même endroit. Et là, on a essayé de créer un hub qui permette d'identifier rapidement ce type de pratique. Il est actuellement en cours d'alimentation. On va vous le faire tester tout à l'heure, mais il est actuellement en cours d'alimentation. L'idée, c'est de faire remonter des projets. Peut-être qu'aujourd'hui, il y aura dans la pratique qu'on va faire quelques photos ou quelques éléments qui seront mis sur la plateforme. Donc, vous servirez peut-être d'exemple. L'objectif, c'était à la base d'identifier, de permettre à un enseignant, par exemple, d'identifier des écoles avec lesquelles échanger sur le sujet, puisque c'est pas si évident que ça à identifier, et d'identifier des projets proches de ses propres objectifs, parce qu'il peut y avoir une grande variété de projets. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Wow. Du coup, sur ce hub de ressources dont vous venez de parler, bon, déjà je m'excuse, je suis arrivé un petit peu en retard, mais ça a l'air super intéressant. Et quel travail est-ce que vous allez faire pour le communiquer à des acteurs qui pourraient être intéressés justement par l'utilisation des différentes ressources pour qu'ils connaissent l'existence de cette base de ressources? Alors, la plateforme est également téléchargeable, enfin accessible sur le site internet. Le site internet est le carrefour commun en fait. Et pour l'instant, on est encore dans ce qu'on appelle le fine-tuning, c'est-à-dire qu'on est en train d'alimenter le site, de vérifier la manière dont les gens se connectent et quelle est la facilité avec laquelle on va pouvoir permettre les partages, puisque c'est l'objectif, et ensuite de communiquer au maximum sur cette plateforme dans les 5 pays partenaires, et il est traduit dans les 5 langues, hein, donc vous pouvez le trouver en français, mais l'objectif, c'est peut-être d'identifier, par exemple, des écoles dans d'autres pays avec lesquels vous pourriez peut-être échanger. Ça peut créer des ponts, etc. C'est un peu l'objectif de ce hub, puisque lors de l'étude, on a réalisé qu'il y avait assez peu d'endroits où on pouvait trouver, déjà en faisant des recherches en français, c'est pas évident. En anglais, c'est un petit peu mieux, mais à peine. Et donc, l'idée, c'est d'avoir ce hub qui permet de vraiment s'inspirer, de vous donner envie d'en mettre en place.